Lorsque la plupart des gens imaginent un empire, ils voient des soldats marchant sous des bannières, des cartes colorées par les conquêtes et des territoires revendiqués par la force. Mais au XXe siècle, un empire différent a émergé. Un empire qui n'avait pas besoin d'armée, seulement d'accords. Ses armes étaient des contrats, ses généraux étaient des banquiers, et son drapeau était la promesse du crédit. Aucune botte n'a franchi les frontières, seulement des mallettes. Et nulle part cet empire silencieux n'a laissé de traces plus profondes qu'en Amérique latine. Là-bas, le Fonds monétaire international n'est pas arrivé en conquérant, mais en gardien. Il parlait de stabilité, d'ordre, d'aide aux nations pour se remettre de la guerre. Créé au milieu des années 1940 à Bretton Woods, le fonds a été conçu pour empêcher un nouvel effondrement mondial, stabiliser les taux de change et donner aux pays en difficulté une chance de se reconstruire. Sur le papier, cela ressemblait à un remède. Dans la pratique, ce remède est souvent devenu le mal. Pour comprendre comment, plongeons-nous dans l'Amérique latine du milieu du XXe siècle. Des pays comme le Brésil, le Mexique et l'Argentine étaient en pleine modernisation. Des usines ont vu le jour grâce à des droits de douane protecteurs. Les entreprises publiques se sont multipliées et les subventions ont permis aux pauvres d'avoir accès à la nourriture et au carburant. Les politiciens promettaient la prospérité immédiate et empruntaient massivement sur l'avenir pour la réaliser. Et l'avenir, lorsqu'il est arrivé, a présenté la facture dans son intégralité. Au cours des années 1970, l'argent était bon marché et abondant. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche. Les pétrodollars ont inondé les banques occidentales qui cherchaient désespérément à prêter. Les dirigeants latino-américains y ont vu une opportunité. Emprunter en dollars, construire des barrages et des autoroutes, lancer des programmes sociaux, maintenir le moteur politique en marche. Cela ressemblait à un progrès. Les villes se sont développées, les industries ont prospéré, l'optimisme régnait. Mais chaque miracle cache une clause. Cette clause a été rédigée à Washington au début des années 1980, lorsque la Réserve fédérale américaine, sous la direction de Paul Volcker, a relevé les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Du jour au lendemain, ces prêts faciles sont devenus toxiques. Une dette autrefois gérable est devenue impossible à rembourser. Le Mexique, le Brésil, l'Argentine. Des économies entières se sont effondrées sous le poids des paiements d'intérêt qui ont triplé ou quadruplé en quelques mois. En 1982, le ministre des Finances mexicain s'est rendu à Washington et a admis l'impensable. Nous ne pouvons pas payer. La salle est devenue silencieuse et le FMI est intervenu. Mais il n'est pas venu les mains vides. Ses plans de sauvetage étaient assortis de conditions suffisamment strictes pour bouleverser des sociétés entières. Les gouvernements ont été contraints de réduire les subventions sur les denrées alimentaires et les carburants, de dévaluer leur monnaie, de geler les salaires et de privatiser les industries publiques. Les budgets ont été réécrits non pas dans les congrès ou les parlements, mais dans les bureaux de Pennsylvania Avenue. La première ligne de chaque nouveau budget était simple: rembourser les créanciers. Pour les politiciens locaux, c'était pratique. Ils pouvaient dire à leurs citoyens « Nous n'avons pas le choix, le FMI l'exige ». La douleur pouvait être externalisée. Le pain est devenu cher, les enseignants ont perdu leur emploi, les hôpitaux ont manqué de médicaments, mais les dettes ont été remboursées à temps. L'Amérique latine est devenue un laboratoire d'austérité et ses citoyens des cobayes malgré eux. Les résultats de l'expérience ont été dévastateurs. Tout au long des années 1980, les revenus moyens ont stagné ou diminué. Les économistes ont plus tard qualifié cette période de « décennie perdue ». La croissance a disparu, les inégalités se sont creusées et la pauvreté s'est répandue comme une traînée de poudre. Pourtant, les remboursements se sont poursuivis, l'argent s'écoulant vers l'extérieur, tandis que la misère s'enfonçait à l'intérieur. C'était comme un homme en train de se noyer qui remettait son portefeuille avant de sombrer.
Et la souffrance n'était pas abstraite. À Caracas, des émeutes ont éclaté lorsque les subventions sur l'essence ont disparu. À Buenos Aires, les rues ont été envahies par des manifestations alors que les prix augmentaient et que les salaires stagnaient. La faim, le chômage et le chaos politique faisaient désormais partie du quotidien. Certains gouvernements sont tombés, d'autres sont devenus autoritaires, utilisant les réformes soutenues par le FMI comme justification à la répression. Pendant tout ce temps, le Fonds qualifiait ces politiques de ajustement technique, comme si la souffrance était une nécessité mathématique plutôt qu'un coût humain. Le Mexique a été le premier domino à tomber. Une fois qu'il est tombé, les autres ont suivi. Pendant le boom pétrolier des années 1970, le Mexique avait emprunté massivement, pariant que les prix élevés du pétrole couvriraient ses dettes. Mais lorsque le prix du pétrole s'est effondré et que les taux ont grimpé en flèche, l'illusion s'est brisée. Sa confession publique d'insolvabilité a profondément ébranlé Wall Street. Car le Mexique n'était pas seul. Dans toute l'Amérique latine, les nations avaient emprunté en se berçant du même espoir, que la croissance dépasserait toujours la dette. Désormais, les banques de New York, Londres et Francfort étaient confrontées à leur propre crise. C'est alors que le FMI a révélé son véritable rôle. Il ne sauvait pas seulement des nations, il sauvait le système bancaire mondial. En échange de nouvelles lignes de crédit, les pays devaient imposer une austérité stricte, ouvrir leurs marchés et vendre des actifs publics à des investisseurs privés. La stabilisation s'est faite au prix de la souveraineté. Ce qui avait commencé comme une aide financière s'est transformé en un système d'obéissance économique. C'est à partir de ce moment qu'est né le consensus de Washington. Ces commandements étaient clairs: réduire les dépenses publiques, déréglementer les marchés, privatiser les industries et laisser le capital étranger régner en maître. Pour ces architectes, il s'agissait d'une réforme. Pour les millions de personnes qui l'ont vécu, c'était une spoliation. La richesse publique est devenue profit privé, et les filets de sécurité qui maintenaient autrefois la cohésion de la société ont été déchirés. Au milieu des années 80, la Bolivie en a fourni une illustration parfaite. Le pays était rongé par l'hyperinflation, les prix augmentant de plusieurs milliers de pourcents par an. Les technocrates du FMI ont prescrit une thérapie de choc. Du jour au lendemain, les subventions ont disparu, la monnaie a été dévaluée et les dépenses ont été réduites à néant. L'inflation a ralenti, certes, mais la vie aussi. Les mines ont fermé, le chômage a explosé et des villes entières ont été laissées pour compte dans le silence. Sur le papier, les chiffres semblaient meilleurs. En réalité, la population mourait de faim. Pourtant, à Washington, cela a été célébré comme un succès. Le même scénario a ensuite été appliqué à l'Argentine, au Brésil et au Pérou, avec des répliques familières et une fin prévisible. Stabilité pour les créanciers, stagnation pour les citoyens. L'Argentine est devenue le prochain exemple à ne pas suivre. Tout au long des années 1990, ses dirigeants ont suivi toutes les prescriptions du FMI. Ils ont lié le peso au dollar, privatisé les grandes industries et célébré la réduction des déficits comme une preuve de progrès. Pendant un moment, cela a semblé fonctionner. Les investisseurs étrangers ont afflué. L'économie était florissante et le pays était salué comme un élève modèle de la réforme. Mais sous cette apparence brillante, la pression montait. L'ancrage au dollar a rendu les exportations coûteuses et la dette insupportable. Les usines ont fermé, le chômage a grimpé et le ressentiment s'est accru. Au début des années 2000, l'illusion s'est effondrée. Les banques ont gelé les comptes, les gens ont perdu leurs économies du jour au lendemain et la colère a éclaté en émeute. Le slogan qui a résonné à Buenos Aires résonne encore aujourd'hui. Que ce vaillant Todos, qu'ils s'en aillent tous. En un an, 5 présidents ont été renversés. Et le FMI, autrefois salué comme un sauveur,
a laissé derrière lui un paysage de confiance brisé et de portefeuilles vides. Ce schéma n'était pas propre à l'Argentine. Au Brésil, l'austérité soutenue par le FMI a permis de contrôler l'inflation, mais a laissé une profonde cicatrice d'inégalité. Au Pérou, la stabilisation économique, a démantelé les protections dont bénéficiaient les travailleurs et les pauvres. La logique était toujours la même: discipliner le budget, satisfaire les marchés, protéger les créanciers. Mais qui protégeait le peuple? Personne. La décennie perdue de l'Amérique latine s'est transformée en une génération perdue. De 1980 à 1990, les revenus moyens ont stagné ou diminué. Les taux de pauvreté ont doublé. Les investissements dans les écoles, les hôpitaux et les infrastructures ont disparu. Et tandis que la région sombrait dans le désespoir, elle continuait à envoyer des milliards à l'étranger pour rembourser sa dette. Quelle ironie! Les décennies qui auraient dû rapprocher l'Amérique latine du monde développé l'ont au contraire éloignée. Wall Street a été sauvée. La population a été sacrifiée. Le FMI a insisté sur sa neutralité, se présentant comme un simple technicien appliquant la logique économique. Mais cette neutralité était une illusion. Ces décisions étaient dictées par les mêmes puissances qui contrôlaient la finance mondiale, les États-Unis et l'Europe, dont les banques détenaient les dettes mêmes qui étaient remboursées. En théorie, le FMI était international. Dans la pratique, il était le bras armé des créanciers. Il réécrivait les budgets nationaux à l'aide de tableurs plutôt que de soldats, soumettant les nations non pas par l'invasion, mais par l'arithmétique. Et l'Amérique latine, tragiquement, n'était qu'un début. La région est devenue un terrain d'essai pour une doctrine qui allait bientôt se répandre dans le monde entier. Une fois les expériences terminées, les mêmes formules ont été exportées. En Asie après la crise financière des années 1990, en Russie dans le chaos post-soviétique et en Grèce après 2008. Les outils étaient identiques: austérité, privatisation, réforme. Le résultat l'était aussi: la souffrance sociale présentée comme une responsabilité budgétaire. Prenons l'exemple de la Grèce. Lorsque la crise financière mondiale a frappé, la Grèce a révélé qu'elle ne pouvait pas rembourser ses dettes. L'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, ensemble appelés la Troïka, sont arrivés avec un scénario familier. Des prêts seraient accordés, mais seulement si le pays réduisait les retraites, diminuait les salaires et vendait ses actifs publics. Les politiciens ont dit aux citoyens qu'ils n'avaient pas le choix, les mêmes mots qui avaient été prononcés autrefois au Mexique et à Buenos Aires. Et une fois de plus, le résultat a été le même: des difficultés pour les citoyens ordinaires, une sécurité pour les créanciers. Même les nations les plus riches ne sont pas à l'abri. L'Italie, le Japon et les États-Unis ont aujourd'hui des dettes qui auraient terrifié les ministres latino-américains dans les années 1970. Jusqu'à présent, les marchés continuent de croire que ces pays peuvent rembourser. Mais cette croyance est fragile. Si les taux restent élevés, si les économies stagnent, si les créanciers perdent de confiance, l'ajustement se produira. On ne l'appellera peut-être pas un programme du FMI, mais son essence sera familière. L'austérité déguisée en prudence, la souffrance justifiée par la nécessité. Car la dette n'est pas seulement un chiffre, c'est une forme de contrôle. En Amérique latine, la dette est devenue la laisse qui attachait les gouvernements à Washington. Elle a permis au fonds de dicter la politique, de décider ce qui pouvait être financé et ce qui devait être supprimé. Et aujourd'hui, alors que la dette mondiale atteint des sommets historiques, cette même laisse se resserre autour du monde développé. Elle ne sera pas toujours appelée austérité. Parfois, elle portera des noms plus doux: discipline budgétaire, réforme du marché, dépenses responsables. Mais l'effet sera le même. Les citoyens ordinaires
paient pour que les prêteurs restent intacts. C'est pourquoi la décennie perdue de l'Amérique latine est importante aujourd'hui. Elle a révélé le véritable fonctionnement du système. Comment l'argent remonte vers le haut, comment les politiques servent le capital avant les personnes, comment des nations entières peuvent être réécrites dans le langage de la dette. La région a été traitée comme sacrifiable, ses habitants comme des points de données dans une expérience économique. Mais ces expériences ont eu un coût réel, des générations perdues, des inégalités plus profondes et une méfiance persistante qui hante encore le continent. Pourtant, de cette souffrance émerge un avertissement. Si vous comprenez le schéma, vous pouvez le voir avant qu'il ne se répète. On a dit à vos grands-parents d'épargner dans des banques qui ont ensuite fait faillite. On a dit à vos parents d'acheter des maisons qui ne perdraient jamais de valeur, jusqu'à ce qu'elles en perdent. On vous dit d'investir dans des marchés qui promettent la sécurité tout en cachant les risques. Des époques différentes, mais la même illusion. La leçon est claire. Ne confondez pas les promesses avec la richesse. La véritable richesse est ce qui conserve sa valeur lorsque les systèmes s'effondrent. Les compétences qui ne peuvent être externalisées, les actifs qui ne peuvent être gonflés, les communautés qui ne peuvent être privatisées. Car l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime, surtout lorsque les gens en oublient les vers. L'ombre du FMI sur l'Amérique latine ne concernait pas seulement les prêts. Il s'agissait de montrer au monde ce qui se passe lorsque les chiffres prennent le pas sur les vies humaines. Et si cette leçon n'est pas apprise, la même histoire se reproduira, non pas au Mexique ou en Argentine, mais au cœur de l'Europe, à Tokyo, voire à Washington même. Alors la prochaine fois qu'un politicien dira « Nous devons nous serrer la ceinture » ou « Nous avons vécu au-dessus de nos moyens », souvenez-vous qui paie pour ces choix difficiles. Souvenez-vous des émeutes à Caracas, de la famine en Bolivie, des banques gelées à Buenos Aires. Souvenez-vous que la dette n'est jamais seulement une dette. C'est un levier. Et le levier s'accompagne toujours d'une main qui tire les ficelles. L'histoire ne se répète pas, mais si vous ne la comprenez pas, elle vous écrasera tout autant. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire ne nous dit pas seulement ce qui s'est passé, elle nous montre ce qui va arriver. Et je serai là pour vous aider à le voir en premier.